Salut à tous! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la partie 3 de ma série de vidéos sur la génétique des robes équines. Et nous allons dans cette troisième partie aborder la première partie des gènes de dilution. Alors pourquoi en deux parties pour les gènes de dilution? Tout simplement parce que c'est pas qu'il y en ait énormément, mais il y a beaucoup à dire, notamment sur le gène MATP que je vais aborder donc dans la deuxième partie. Le gène MATP qui concerne notamment les allèles crème qui peuvent fonctionner en 1-2 exemplaires, donc gène semi-dominant, selon la définition de la première partie, ou le gène perle, enfin l'allèle perle pardon, qui peut aussi se glisser là-dedans. Donc je viendrai sur tous les détails concernant ces allèles là-dessus donc dans la deuxième partie. Pour l'instant donc on va commencer par ce qui est le plus simple on va dire dans les gènes de dilution. Donc comme je viens de vous faire comprendre rapidement, comme dans la précédente vidéo, je fais comme si vous aviez vu la première partie de la série qui vous explique toutes les bases. Je ne reviendrai pas dessus. Si vous avez le moindre doute, vous retournez voir cette vidéo-là où vous allez voir des compléments d'information. S'il y a des choses que je n'ai pas forcément bien expliquées et que vous n'avez pas compris, vous pouvez bien sûr poser la question. Mais voilà, moi je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo-là sur tous les détails, les termes compliqués, le jargon génétique. Je parle comme si vous étiez au courant. Alors, les gènes de dilution, on les appelle comme ça tout simplement parce qu'ils diluent les robes sur lesquelles ils agissent. Voilà, comme les modificateurs, c'est assez transparent la manière dont ils sont nommés. Et les gènes de dilution, en fait, vont avoir une action différente en fonction de la robe de base sur laquelle ils agissent. Donc c'est pourquoi j'ai abordé les robes de base dans la première partie, puisque ce sont les robes de base qui sont ensuite transformées par les différents gènes qui peuvent venir se coller dessus. Alors à partir de maintenant, les génotypes ils deviennent un peu plus complexes. Donc contrairement à ce que j'ai fait dans la vidéo d'avant, je ne vais pas écrire toutes les possibilités de génotypes en détail. Par contre, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier. C'est-à-dire que par exemple, pour un bai, je vais indiquer le génotype minimal nécessaire pour avoir la robe concernée. Donc pour le bai par exemple, on sait qu'il faut au moins un allèle grand E et un allèle grand A. Du coup je vais écrire ça, grand E tiré du bas, grand A tiré du bas. Et le tiré du bas en fait il va symboliser le second emplacement qui peut comporter ou bien un second exemplaire de l'allèle ou bien l'absence de l'allèle en question. Mais c'est pour dire en gros voilà, il faut au moins un allèle comme ci comme ça pour provoquer cette robe là parce que sinon je vous garantis qu'on arrive sur des possibilités de génotypes à rallonge notamment pour les robes de base bai. Et donc sur ce, c'en est fini de l'introduction pour cette vidéo, on attaque tout de suite avec le premier gène de dilution. Alors le premier gène de dilution que nous allons aborder, il s'agit du gène Silver. C'est un gène qui agit sur le mélanine, donc c'est-à-dire sur le pigment noir, et qui éclaircit celui-ci. Il agit à la fois sur le poil du corps et sur l'écrin, mais c'est plus particulièrement pour son action sur l'écrin qu'il est remarqué. C'est un gène dominant que l'on note grand Z présent, petit z absent. Alors me demandez pas pourquoi ça s'appelle Silver et on note ça avec un Z, je vous avoue que je me suis jamais posé la question, c'est vrai que ça pourrait être intéressant mais je ne sais pas. En tout cas retenez que le Silver c'est matérialisé dans le génotype par un Z. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, le Silver il n'agit que sur le pigment noir, donc on peut en déduire qu'il n'a pas d'effet sur les robes de base alezane, ce qui se vérifie. Toutefois un cheval alezan peut tout à fait porter le gène Silver sans que ça se voit puisque ça n'agit pas sur son phénotype. Et le transmettre à sa descendance. Et quand c'est comme ça, on dit que c'est un cheval qui est alezan, porteur silver. Alors, sur une robe de base noire, on obtient ce qu'on appelle du noir silver. Le phénotype associé au noir silver, c'est une peau grise, des yeux marrons, un poil changeant selon la saison et qui va aller d'une teinte chocolat, entre guillemets, c'est-à-dire marron foncé, à une teinte qui peut passer par le marron gris, voire gris ardoise, qui présente parfois des pommelures. Un cheval noir silver à l'écrin clair, c'est-à-dire blanc, crème, argenté, blond. Parfois ils peuvent être blond, sombre ou brun sombre, selon, voilà, il y a des phénotypes des fois où c'est un peu plus sombre que ce qu'on pourrait attendre. Et dans tous les cas, les crins d'un cheval silver, ils sont souvent un peu plus foncés à la racine. On peut aussi parfois observer des cils clairs et des fanons clairs, et on peut aussi repérer des sabots striés parfois, c'est-à-dire avec une corne à dominante plutôt claire avec des striures foncées. Sur une robe de base bai, la robe qu'on obtient c'est le bai silver. Alors un bai silver au niveau du phénotype il va avoir la peau grise, les yeux marrons, un poil marron roux parfois pommelé et on peut noter qu'il a les extrémités noires en fait comme un bai classique et c'est ce détail qui peut permettre, entre autres détails, enfin voilà, y a plein, quand on a l'œil averti on peut déceler un bai silver sans ça.
mais ça permet de différencier un bay silver d'un alezan crin lavé parce qu'un cheval alezan il n'a pas les extrémités noires. Donc quand il n'y a pas des balsames qui viennent cacher les extrémités des membres à partir du genou, on peut voir du coup le marquage noir typique du bay, et c'est comme ça entre autres qu'on peut reconnaître un bay silver. Les crins sont également clairs, donc ils sont blancs, crème, argentés, blonds, et ils sont souvent plus foncés à leurs racines. Et tout comme les noirs silver, les cils ils peuvent être clairs, et les fanons aussi, avec des sabots striés. Donc on peut aussi avoir un cheval brown silver qui va avoir une teinte de cils brown avec ou sans pommure, ça dépend hein, des individus, et des crins clairs, enfin voilà, même chose que le bay silver dans la logique, sauf qu'on remarque que c'est un cil brown, il y a le petit nez roux, tout ça. Génétiquement c'est toujours du bay silver, mais comme la teinte elle peut être différente, ça vaut le coup d'être souligné. Alors concernant la robe de poulain des chevaux silver, elle est très différente de la teinte adulte. Je vais vous montrer notamment un exemple d'évolution d'un poulain noir silver à la naissance. Vous pouvez voir qu'il est né beige, un espèce de beige argenté, et qu'il a pris sa teinte foncée au fil des mues pour avoir la robe adulte typique des bay silver, des noirs silver pardon. Quant aux poulains de robe bay silver, ils vont naître avec une teinte marron roux comme un alezan crin lavé adulte. Et justement, c'est ce qui va différencier un poulain bay silver d'un poulain alezan, c'est qu'un poulain alezan, il va naître d'une robe alezan de poulain, donc un peu plus claire que la robe définitive de l'adulte. Il faut faire attention toutefois, il ne faut pas non plus confondre un poulain bay silver avec un poulain alezan souti qui peut naître assez sombre. La logique des choses, c'est que pour avoir un poulain silver, il faut forcément un parent silver. Alors le doute, il va pouvoir être permis quand on a par exemple un cheval alezan qui est croisé avec un cheval d'une autre robe et que le poulain il naît avec une teinte bay silver, le silver peut être caché sous l'alezan, donc ça peut valoir le coup de se poser la question. Mais s'il n'y a pas de raison qu'il y ait de silver dans les antécédents, ça va être probablement de l'alezan souti ou peut-être du gris, ça dépend s'il y a du gris, pareil chez les parents. A savoir, c'est que le gène silver il est lié à des pathologies oculaires et qui peuvent être d'autant plus graves à l'état homozygote, donc cheval 2 fois grand Z. Que ce soit sur un cheval noir silver, bay silver ou alezan porteur silver. Alors tous les chevaux silver ne présentent pas ce genre de problème, même des chevaux homozygotes ne peuvent avoir aucun problème au niveau des yeux, mais c'est important si on souhaite acquérir ou faire reproduire un cheval silver, ou les deux, de le faire examiner par un vétérinaire ophtalmologiste pour déterminer s'il présente ou pas des pathologies. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci pour le faire reproduire et il ne sera pas handicapé dans sa vie de tous les jours. En relation avec son action sur les yeux, ça arrive qu'à l'état homozygote, on ait un cheval silver qui ait des yeux un peu globuleux qui ressortent un peu de sa tête, et on appelle ça les pop eyes. Alors cette caractéristique, elle ne veut pas forcément dire que le cheval a des problèmes au niveau des yeux, hein. Il faut toujours examiner le cheval pour le déterminer, mais c'est une caractéristique qui peut se remarquer notamment. Deuxième gène de dilution que nous allons aborder aujourd'hui et qui est le gène de dilution qui m'intéresse le plus puisque c'est celui qui induit ma robe préférée. Il va s'agir donc du gène DUN. Le gène DUN, c'est un gène qui agit sur une robe de base en éclaircissant la couleur des poils du corps. Les crins ils vont conserver une couleur normale mais ils peuvent présenter des mèches claires. Le DUN fait notamment apparaître certaines marques qu'on appelle marques primitives en des points précis de la robe. Alors premièrement, il y a la raide mulet le long de la colonne vertébrale et c'est la caractéristique la plus importante puisqu'elle est toujours présente sur un cheval DUN. Alors il faut faire attention à ne pas confondre cette raide mulet avec une fausse raide mulet qui est provoquée par le souti. Et qu'on appelle également du counter shading, je vous écris comment ça s'écrit en bas. En anglais ça veut dire contre-ombrage littéralement, et c'est-à-dire que la logique de cette appellation c'est que ce sont des marques sombres sur des zones du corps qui sont exposées en pleine lumière, donc sur le dos par exemple, il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'ombre, donc c'est l'inverse du nombre, donc voilà, contre-ombrage. Mais donc voilà, il faut différencier une raide mulet, une vraie raide mulet provoquée par du DUN et celle provoquée par le souti, c'est pas la même chose. Parmi ces marques primitives, on retrouve également des zébrures aux membres, une coloration sombre au bout des oreilles, également une ombre scapulaire, c'est un léger marquage foncé qui suit la ligne des épaules, ou encore une tête un peu plus foncée que le reste du corps, ce qu'on appelle un cap de mort. Alors toutes ces marques ne sont pas nécessairement présentes sur un cheval possédant le gène DUN tout en même temps, d'autant plus s'il y a un autre gène de dilution présent qui peut atténuer certains marquages, ou qu'il y a un gène Pi qui vient les cacher. Donc ça peut arriver qu'on ait une raide mulet qui soit cachée par une grande tache blanche chez un cheval Pi par exemple. Sinon, si elle était DUN, tout son dos est blanc, donc on ne verrait pas en fait la raide mulet. Le gène DUN c'est un gène dominant que l'on note grand D présent,
Et il a la particularité de présenter deux formes récessives s'il est absent. Il y a la forme récessive ND1, donc non donne 1, et ND2, non donne 2. L'haleine ND2 correspond à l'absence complète de gène donne, tandis que le ND1 a une action légère sur la robe que je vais aborder à la fin de ce petit chapitre sur le donne. Enfin, le donne agit sur n'importe quelle robe de base, et je vais donc vous exposer tout de suite les différentes variations. Sur une robe de base alezan, on obtient de l'alezan donne, ou à l'anglaise du red donne. Le phénotype d'un alezan donne, c'est la peau grise, les yeux marrons, un corps alezan clair, avec des crins plus foncés que le corps qui peuvent présenter des mèches claires, et aussi évidemment des marques primitives. Sur une robe de base noire, on obtient ma robe préférée, le noir donne, qu'on appelle également black donne à l'anglaise, ou encore grullo ou grulla, qui s'écrit avec deux L, mais c'est un terme en espagnol, je crois. Donc pour la différence grullo-grulla, c'est-à-dire que certaines personnes accordent en fonction du sexe, O pour un mâle, A pour une femelle. Il y en a qui utilisent grullo pour tout le monde, d'autres qui utilisent grulla pour tout le monde. Donc en fait, les deux termes sont valides. Alors on peut techniquement désigner cette robe en français par le terme gris-souris, mais c'est le même problème que de traduire brown par brun, parce que dans la nomenclature française, le gris-souris, ça peut aussi désigner un cheval qui est en train de grisonner, qui a encore les crins noirs, alors que le noir donne sans gène gris, ça grisonnera pas. Donc pour éviter l'ambiguïté, on préfère dire black donne, noir donne ou grullo plutôt que gris-souris. Mais bon, si vous êtes versé en génétique et que vous savez de quoi vous parlez, vous pouvez éventuellement dire gris-souris. Enfin, moi personnellement, ça ne me dérangera pas plus que ça. Mais voilà, c'est juste pour le petit point à savoir. Le phénotype d'un grullo, c'est une peau grise, des yeux marrons, un corps gris ardoise et qui peut parfois être beige clair avec une teinte un peu poussière, surtout avec le poil d'hiver. Les crins sont noirs et peuvent présenter des mèches claires, et un cheval grullo a aussi des marques primitives. Sur une robe de base baie, on obtient du bay donne. À l'anglais, ça s'écrit bay donne avec un Y à la place du I. Au niveau du phénotype, on a toujours une peau grise, toujours des yeux marrons. Le corps est beige clair, les crins sont noirs et peuvent présenter des mèches claires, et toujours les marques primitives présentes. Il est tout à fait possible de constater la variation brown dun avec un cheval de robe de base seal brown. Et dans ce cas-là, on a un bay dun plus foncé avec le bout du nez roux typique des seal brown. J'ai ici une superbe illustration avec une jument, donc je vous mets les photos tout de suite, qui sont en train de défiler pendant que je parle. Et notamment sur cette photo, on peut la voir avec sa fille qui est de robe brown silver, donc vous voyez en passant la teinte un petit peu rousse dont je vous parlais tout à l'heure pour un poulain bay silver. Donc là, c'est la variation brown, mais à la naissance, la différence, elle n'est pas forcément flagrante. La robe d'un poulain de cheval qui possède le gène dun correspond à une version plus claire de sa robe adulte avec une raie de mulet qui se voit dès la naissance. Alors notamment un poulain grouillot est particulièrement reconnaissable parce qu'il naît de couleur sable avec des crins très noirs. Il faut faire aussi attention à ne pas confondre un poulain dun avec un poulain souti qui présente une fausse raie de mulet, donc on revient à ce que je vous disais au début. Mais dans tous les cas, un poulain ne peut être de robe dun que si au moins un des parents possède le gène. C'est la même logique que ce que je vous disais avec le silver. Donc ça veut dire que si on a un poulain qui naît, qui présente ce qui ressemble à une raie de mulet, mais que son père est noir et sa mère est baie classique, ça peut pas être du dun, donc c'est forcément du souti ou autre chose. Et je dis autre chose parce que des fois on a des cas comme ça, le cheval n'est pas souti, il a quand même une raie de mulet à la naissance, c'est le poil de poulain qui fait des petites fantaisies, donc voilà. Alors concernant l'allèle récessif ND1, alors il est inactif quand il est couplé à un allèle D qui est dominant sur lui. Donc si on a un génotype DND1, le cheval il est dun. Il est dun classique, il va être red dun, bay dun ou grullo, voilà. Par contre, si on a un génotype sans gène dun de type ou ND1, ND2, en rappelant que le ND2 c'est la version totalement absente du gène, il n'est pas présent du tout,
ou ND1-ND1, on va avoir un cheval avec une sorte de dun incomplet. C'est-à-dire que le cheval il va avoir une robe très légèrement éclaircie, voire pas du tout, sachant que ça peut varier selon les saisons, avec des marques primitives très légères, donc une raie de mulet peu distincte du reste du poil, éventuellement des zébrures très peu visibles. Alors il n'est pas toujours évident de différencier visuellement un cheval dun d'un cheval possédant un ou deux allèles non dun 1, d'autant plus si on ne connaît pas les parents. Alors si le cheval n'a pas de parents possédant le gène dun, a priori c'est forcément du ND1, mais le mieux ça reste de passer par un test génétique. Petite note de fin concernant le gène dun, le bay dun c'est la robe typique des poneys de race fjord parce que non, un fjord c'est pas Isabelle comme c'est quasi systématiquement indiqué sur les carnets français de ces poneys. L'Isabelle en fait c'est une des dilutions obtenues à partir de l'allèle crème et chez les Isabelles il n'y a pas de raie de mulet sauf s'il y a un counter shading dû au souti, mais dans ce cas là c'est pas une marque primitive. Alors pour être exact, il y a beaucoup de fjords qui sont bay dun pangaré, c'est la robe en fait qu'on voit très souvent. Donc si vous allez chercher des photos de fjords sur Google Images, vous allez reconnaître très facilement sur les photos le petit nez blanc typique du gène pangaré. Tous les fjords en fait possèdent le gène dun et ils peuvent en présenter toutes les variations avec des doubles dilutions, des combinaisons, que j'aborderai tout ça dans une future vidéo à la fin de la série. Enfin, le dernier gène qu'on va aborder pour cette vidéo, il s'agit du gène champagne. Alors, le gène champagne, c'est un gène qui agit à la fois sur le mélanine et la phéomélanine, donc ça veut dire qu'il agit sur toutes les robes de base et qu'il en dilue le corps et l'écran. Alors, en outre, la particularité du champagne, c'est de donner une peau qui est rose violacée, qui est mouchetée avec des petites taches grises qui ressortent notamment au niveau du nez, du tour des yeux et sur les parties génitales, ainsi que les mamelles pour les juments. Alors également, on peut noter des yeux qui sont plus clairs que chez les chevaux non champagne, qui sont d'une teinte ambrée, voire même parfois verte. Alors il s'agit d'un gène dominant qu'on note CH majuscule quand il est présent et CH minuscule quand il est absent. Bien qu'il s'agisse d'un gène dominant et non pas semi-dominant, il semblerait il y a eu des observations faites comme quoi les chevaux homozygotes sur le gène champagne auraient une peau et les yeux plus clairs que les hétérozygotes. Mais comme la teinte elle n'est pas non plus sensiblement modifiée entre les deux génotypes, ce gène il est uniquement dominant et non pas semi-dominant. C'est pas comme si avec deux gènes le cheval il devenait totalement blanc non plus. Sur une base alezane, on obtient la robe qui s'appelle champagne or. Au niveau du phénotype, on a une peau rose mouchetée, des yeux ambre voire vert. Le corps est beige caramel doré et les crins ils sont soit de la même teinte, soit un peu plus clairs qui tirent vers le blond. Il y a même certains chevaux champagne or qui peuvent passer pour des palominos quand on les voit de loin. C'est qu'en allant regarder justement au niveau du nez, des yeux, tout ça, qu'on peut déterminer justement que c'est du champagne. Sur une base noire, on va obtenir ce qu'on appelle la robe champagne classique. Alors le champagne classique, au niveau du phénotype, c'est une peau rose mouchetée, toujours, des yeux ambre voire vert. Et au niveau de la couleur du poil, ça va être des teintes très variées. Ça va aller du brun sombre un peu taupe au beige clair en passant par un espèce de brun ardoise. C'est assez varié et les crins sont légèrement plus foncés que le poil. Sur une base baie, le champagne va donner du champagne ambre. On a toujours la peau rose mouchetée, les yeux ambre à vert. Le corps il est de couleur beige, sable doré, ça peut même parfois ressembler un peu à de l'alezan qui est un peu brillant. Et les crins sont légèrement plus foncés que la robe. Sur une robe de base Seal Brown, on va obtenir un champagne ambre qui est un petit peu plus foncé au niveau du poil. Et les Américains, ils appellent parfois cette variation Sable Champagne. Sachant que Sable, ça veut dire zibeline, c'est un petit mammifère qu'on peut trouver notamment en Sibérie. Et si vous allez chercher zibeline sur Google, vous allez voir la couleur du poil. Ça vous donne une idée d'à quoi ça ressemble un Sable Champagne. Et d'ailleurs, vous pouvez taper... Pour le lire en français très bêtement, mais si c'est pas ça que ça veut dire, si vous tapez sable champagne sur Google, vous trouverez des photos et vous verrez que la couleur ça se ressemble un peu, c'est pour ça dans la logique que ça a été appelé ainsi. Alors la robe des poulains champagne, elle est
C'est remarquable parce qu'un poulain champagne il va naître foncé avec des yeux qui peuvent être d'un bleu vraiment très soutenu, qu'on appelle parfois bleu électrique. En vieillissant, son poil il va éclaircir et ses yeux vont devenir ambrés ou verts. Alors je sais plus combien j'ai eu d'exemples, je sais que j'ai au moins un poulain champagne classique. Je vous mets quelques petites photos de ce que j'ai pour vous illustrer tout ça, la robe des poulains champagne. Et voilà, c'est tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc dans la vidéo de la semaine prochaine, je disais donc que nous allons aborder la suite et fin des gènes de dilution avec le gène Mushroom et le gène MATP qui comprend donc tout ce qui contient les robes crème, qu'on appelle crème. Donc voilà, je vais aller en détail sur tout ça dans la prochaine vidéo. Pour vous faire un petit point sur là où on va en être au niveau de l'ensemble de la série. Après les gènes de dilution, on va aborder les gènes de panachure avec les robes Pi. Donc là, pour ça, je ne sais pas encore si ça va être en une ou deux vidéos parce que là, en fait, le Pi, ça va agir sur n'importe quelle robe, toujours de la même façon, donc je ne vais pas être obligée de vous détailler robe par robe. Donc ça va pas forcément, même s'il y a beaucoup de choses à dire de gènes différents, je vais pas forcément avoir besoin de détailler ça en profondeur, donc je ne sais pas encore si ce sera en une ou deux vidéos. Et ensuite, après donc les gènes de panachure, on aura tout ce qui est les robes liées au complexe léopard, donc qui sont le complexe léopard qui est donc un ensemble de gènes qui sont responsables des robes des chevaux Appaloosa notamment. Et également dans la même vidéo, on aura tout ce qui va concerner les autres robes que moi personnellement je ne sais pas trop classer, ainsi que le gris. Et enfin pour terminer, je vous ferai une petite vidéo de conclusion où je vous donnerai notamment je vous ferai un petit résumé en fait de tous les signes distinctifs qu'on peut repérer par robe pour repérer en fait pour savoir identifier une robe. Parce que là en fait je vous balance un petit peu le truc comme ça, mais je vous ai pas appris à lire un génotype, même si je vous donne voilà les noms des gènes, tout ça. Si vous avez tout un génotype écrit, vous saurez pas forcément dire ce qu'il y a dedans, donc je vais vous faire un petit topo sur ça. Et voilà, comme je vous le disais, sur les signes distinctifs, donc savoir regarder un cheval et dire tiens il a telle caractéristique, donc ça veut dire qu'il va être de telle robe. Donc en gros il y a des chances pour que là on soit quasiment à la moitié des vidéos de la série. Et du coup moi je prends toujours autant de plaisir à vous raconter tout ça. Je sais pas encore exactement quel rythme je vais maintenir parce que je pense que ça va déborder sur le confinement, sur la fin du confinement. Là j'en suis à la 3e vidéo tournée, il faut que j'écrive encore tout le reste. Et que je tourne et que je monte, etc. Enfin, vous connaissez le topo. Donc voilà pour ce petit point. Sur ce, moi je vous laisse digérer donc tout ce que je viens de vous dire sur les gènes de dilution. N'hésitez pas si la vidéo vous a plu à la liker, à la partager, à commenter si vous avez... c'est juste pour dire que ça vous a plu, ça fait super plaisir toujours, ou pour donner des petites suggestions. N'hésitez pas à vous abonner aussi si jamais l'ensemble du contenu que je vous propose vous plaît. Et quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous faire des bisous. we are